Tout pour investir. Tout pour votre argent. On est en équipe et on va continuer à vous donner des bons conseils pour vous y retrouver dans vos finances personnelles. Stéphane Van Nuffel de Net Investissement est toujours parmi nous. Rebonjour Stéphane. Rebonjour Lorraine. On va reparler du temps long sur lequel vous nous disiez de miser. Vous voyez, ça va être un des mots-clés de cette émission. On est rejoint par Gustave Sonden. Bonjour Gustave, de l'équipe Colbert. Et puis Mathias Bachino, le directeur des marchés européens pour Trade Republic. Bonjour Mathias. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. J'en profite pour souhaiter la bonne année à tous nos auditeurs et nos auditrices, parce que c'est notre premier direct, je ne l'ai pas encore fait. On vous souhaite plein de bonnes choses. On vous souhaite une bonne année d'investisseurs, d'investisseuses. Et on va démarrer en parlant d'Apple, si vous voulez bien, parce que vous le savez, on ne peut pas parler d'investissement sans parler d'Apple. Et Apple est un petit peu à la croisée des chemins. En tout cas, c'est ce que vous nous dites, Mathias. Oui, on a la reine des actions. Apple, c'est première capitalisation mondiale, c'est un poids massif dans les indices boursiers américains. Et Apple, aujourd'hui, est revenu sur un niveau très important pour l'action Apple, qui est celui des $180. Avec une actualité qui est tombée il y a quelques jours, qui est celle du risque quasiment confirmé d'un procès antitrust, c'est-à-dire anti-monopole par les pouvoirs publics américains auprès d'Apple. On voit aussi la demande qui baisse un petit peu, d'après ce que nous a dit le principal fournisseur d'Apple, Foxconn, et donc un enjeu important pour Apple, pour les indices américains et le Nasdaq, évidemment, de manière très importante, et du coup, pour les marchés globalement. Donc, est-ce que Apple va tenir les $180 malgré l'actualité négative de ces derniers jours? Ça va être un sujet très important dans les jours qui viennent. Le temps long, qu'en pensez-vous Stéphane? Ce qui était très drôle, c'est que tout à l'heure, quand je vous disais que j'avais lu il y a 2 jours quelque chose sur Warren Buffett, justement c'est un très bon sujet parce qu'il parlait justement de sa relation avec Apple. Warren Buffett qui a mis, si je ne me trompe pas, quasiment 30 ans à s'intéresser à cette action, puisqu'il n'est rentré qu'en 2017, lorsque Apple avait pris un -30. Et Warren Buffett explique qu'Apple fait partie désormais pour lui des valeurs de croissance à longue tendance, comme les Coca-Cola, sa célèbre action préférée. Et que j'entends très bien ce que dit mon co-débatteur. Maintenant, on est dans un système avec Apple tellement fermé et dans notre consommation vraiment tellement mondialisée que des coups durs comme ça, ils en ont connu. Ils en reconnaîtront d'autres. Et que typiquement, moi, fondamentalement, je continuerai à dire à mes clients d'investir dans l'action Apple, parce que qu'elle soit à 200 qui en faisait 3 000 milliards de capitalisation, ou 180 ou 160, je pense qu'encore Apple est capable d'aller à 3 000, 3 500. Certaines analyses donnaient d'ici 24 mois 4 000. La question, c'est qu'évidemment, on n'a pas la même notion du temps tous les deux. Donc, le temps sur une action comme Apple me semble être tout à fait pertinente. La preuve, Microsoft n'est finalement pas si loin en valorisation alors qu'il n'était pas beaucoup plus loin avant. Meta revient un peu dans le grand game, pardonnez-moi le terme si on peut exprimer ainsi. Donc à partir du moment où ces actions hyper technologiques sont devenues dans la tête des grands traders qui connaissent un peu leur métier depuis 70 ans, des valeurs de croissance comme Wells Fargo ou Coca-Cola, investisseurs, gardez toujours votre Apple. On fera moins d'affaires à court terme peut-être. Là, j'entends qu'il y a quelques nuages gris. Voilà. Gustave, le mot de la fin sur ce sujet. Le mot de la fin, je pense que vous l'avez bien fait, la comparaison avec Meta et d'autres Magnificent Seven. En fait, ce qu'on voit à court terme, c'est aussi une prise de profit assez globale sur les marchés, ce qu'on a vu toute la semaine dernière. Et effectivement, ceux qui avaient un temps long et qui ont profité dans leur temps long de la performance de ces Magnificent Seven l'année dernière, prennent aussi du profit. Et ça, je pense que c'est intéressant d'observer ce phénomène un peu général. Et après, peut-être qu'avec un repositionnement prix, il y aura de l'appétit dans les prochains mois, quel que soit votre horizon. Bon, vous avez sans doute suivi les déboires de cette haute grosse entreprise américaine Boeing, les accidents sur les avions Boeing qui se multiplient, notamment ce week-end dont Marjorie vous rappelait les grandes lignes il y a quelques minutes. Quel avenir pour cette action pour nous, investisseurs particulières, Mathias? Là, il y a un gros sujet quand même, c'est que Boeing n'est pas revenu sur ces niveaux d'avant la crise Covid. C'est-à-dire que Boeing, c'est une action qui était à un moment donné quand même à $450.
qui aujourd'hui tourne autour des 250, qui a déjà perdu 5% depuis le début de l'année, et qui a un niveau clé à $220 qu'il faut absolument tenir pour pas déclencher une vague de baisse plus importante. Airbus en profite évidemment, mais là, ce qu'on voit se dessiner sur l'action Boeing, sur le titre Boeing en termes de configuration aussi graphique, c'est potentiellement ce qu'on appelle un double top, c'est-à-dire un top avant la crise du Covid, un nouveau top aujourd'hui, et une action qui a de plus en plus de mal à remplir ses objectifs commerciaux et à ne pas être freinée par des difficultés opérationnelles. Il y a eu 2 gros accidents dramatiques 2018-2019. Il y a eu des gros retards de livraison sur le 787 aussi. Il n'y a pas que le 737 MAX qui est en difficulté. Donc c'est un vrai sujet. Et Boeing qui, avec une nouvelle direction, voulait redresser la barre. Là, se prend un coup du sort quand même vraiment dramatique, quoi. Gustave ? Ouais, puis ça vient creuser un écart opérationnel. Parce qu'il y a l'effet boursier, mais il y a aussi les effets opérationnels. Il y a, je crois, 3000 commandes d'écart à la faveur d'Airbus déjà. Donc ces nouvelles-là, si vous voulez, font pas plaisir. Et d'ailleurs, les marchés l'ont vu dès ce matin, je crois, parce que l'action Airbus en profite. Donc il y a toujours la performance absolue, mais la performance relative pour Airbus est assez intéressante. Stéphane, le mot de la fin là-dessus. D'abord, ça me fait sourire parce que 3000 commandes d'écart, quand on pense à des avions, évidemment, 3000, le mot n'est pas énorme, mais dans l'aéronautique, ça représente des années de commandes et c'est énorme. En fait, je vais pas les défendre parce qu'on est français, donc on va préférer Airbus forcément, on est obligé. Non, Boeing, en fait, ce qui est difficile, c'est qu'ils avaient plutôt fait une bonne année en bourse l'année dernière. On s'était dit, tiens, c'est bien, ils se reprennent, ça reste quand même Boeing, c'est un fonds de portefeuille quand même sur des actions de la très long terme aussi, l'aéronautique redémarrait. Et ils n'ont pas de peau. Alors, ils n'ont pas de peau, c'est aussi parce que techniquement, apparemment, ils ont des gros problèmes, que c'est pas fini. Et là, théoriquement, forcément, c'est logique que ce soit sanctionné par les marchés et non pas du tout parce que Airbus fait 100% mieux. Ça pourrait arriver à Airbus. Pour l'instant, ça n'arrive pas. Donc, commercialement, je ne crois pas que Boeing soit en retard dans sa capacité à proposer des produits. C'est juste que là, dernièrement, il y a une énorme méfiance. Quand vous n'avez pas de carnet de commandes, forcément, le cours de votre action, il finira par être sanctionné. Airbus qui ce matin cote à 141 € en légère hausse, en bonne hausse de 1,42%. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les grosses entreprises américaines. On voulait toucher un petit mot pour finir cette revue de presse matinale des plus petites entreprises, des startups ou en tout cas du monde plus largement du venture capital. Gustave, qu'est-ce qu'on retient de l'année 2023 et qu'est-ce qu'on espère pour 2024 ? Alors, on retient une chute drastique des capitaux, ce qui va être assez intéressant. Donc 60%, la chute est de 60% sur les marchés US. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, le phénomène, il s'observe sur toute la chaîne. C'est-à-dire que les fonds ne collectent plus. Et ils ne collectent plus auprès des investisseurs institutionnels pour qui la prime de risque à la faveur des startups c'est largement réduite, mais aussi parce qu'ils ont de plus en plus de mal à sortir. En fait, le concept quand même du VC, d'investir dans les startups, c'est à un moment donné de sortir, de matérialiser une plus-value. Et là, aujourd'hui, ces plus-values, elles sont de plus en plus difficiles à réaliser. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2022, les fonds de VC ont fait 800 milliards de plus-value, ont généré 800 milliards de plus-value. L'année dernière, c'est 61 milliards seulement. Donc ça fait un petit écart. Et ça se matérialise par effectivement la fin des acheteurs, donc que ce soit sur les marchés publics ou sur les marchés privés. Donc il y a une vraie aridité du capital. Autant vous dire que c'est pas une bonne nouvelle, y compris pour nous. Mais en tout cas, c'est une situation sur laquelle il va falloir compter. Et clairement, les modèles économiques vont devoir être repensés. On va vers plus de rentabilité et des modèles un peu différents. Le fonds de VC Coatue qui ferme ses bureaux à Londres aussi, donc ralentissement des deux côtés de l'Atlantique. Qu'est-ce qu'on retient de notre côté en tant qu'investisseur particulier, Mathias ? Il y a un cycle économique où les produits de taux, d'autres produits d'épargne et d'investissement sont redevenus plus attractifs. Il y a eu une bulle, très clairement. Et on est, je crois que c'est Carole Juge qui dit ça souvent, on est dans une année EBIT. C'est-à-dire que les startups, moi je travaille dans une entreprise qui est sous levée de fonds aussi, et c'est vrai que la profitabilité, l'efficacité opérationnelle sont les enjeux évidents de 2023 et de 2024. Donc il y a probablement une forme de purge qui va se dérouler en 2024 sur les startups. Ça a déjà commencé en 2023. Ça permettra de faire sortir aussi des entreprises plus fortes de ce cycle-là et d'avoir peut-être un retour aussi ensuite de la classe d'actifs du private equity pour les épargnants, pour les investisseurs. On
dit tout le temps On est là. buy the dip, acheter en cas de forte baisse. Bon, bah là, clairement, c'est une classe d'actifs qui est en train de baisser, qui a baissé fortement, mais il faudra la surveiller, exactement pour moi comme les PME, on en a déjà parlé sur ce plateau, ont tendance à rebondir plus fort et plus tôt en sortie de crise. Eh bien, en 2024, peut-être surveiller aussi le secteur du private equity en fin d'année. Stéphane, le mot de la fin. Private equity, mais justement, alors ça ne suffira pas, les volumes n'y seront pas, mais aujourd'hui, dans notre métier de conseiller en gestion de patrimoine, les particuliers deviennent très très friands du private equity, donc on fait confiance aux grandes entreprises qui ont lancé ça et qui sont des grands spécialistes, je pense à Apax, Raseo, etc., pour avoir vu qu'il y aurait à un moment donné un petit blocage sur les institutionnels des anciennes versions, des anciens produits qui n'allaient pas déboucler comme prévu et qui donc ont refroidi aussi pas mal de grands investisseurs. Nous, dans notre secteur, c'est devenu plutôt à la mode, c'est plutôt bien compris par les particuliers parce que ça donne du sens. Maintenant, est-ce que ça réglera le problème finalement des volumes financiers? Alors plus aux États-Unis, en Europe, on a ça. Il y a eu quelques accidents dernièrement sur des noms où il y a eu beaucoup de pubs et ça n'a pas donné grand-chose et malheureusement, j'ai peur que ça refroidisse un peu nos clients, mais pas mal de mes confrères estiment que ce sera une classe d'actifs qui va compter pour nos clients CGP en 2024. Ça suffira pas, mais c'est déjà ça. On en reparlera évidemment dans cette émission au quotidien. Merci beaucoup, messieurs. Merci Stéphane de l'équipe de Net Investissement. Merci Gustave de l'équipe Colbert. Et merci Mathias de Trade Republic qu'on retrouvera tout à l'heure parce que vous êtes notre coach, Mathias. On va se poser la question de l'impact des politiques monétaires sur nous, petits épargnants, petits investisseurs masculins, féminins. Un enjeu clé de 2024.